J'analyse ce jour 36 de la campagne électorale avec notre panel de journalistes, Joël Denis, Manon, Daniel. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Joël Denis, d'abord, merci de m'avoir remplacé hier, c'est très apprécié. Donc, Justin Trudeau, pour la première fois, qui dit qu'on peut se réveiller avec un gouvernement conservateur le matin du 22 octobre. Je vais commencer par Daniel. Est-ce que les libéraux sont en mode panique au Québec? Bien, c'est un peu la conséquence d'avoir mené une campagne qui n'a aucunement livré les résultats attendus. Les libéraux pensaient vraiment que ça irait bien, qu'ils seraient capables de garder le momentum, mais là, ça va mal. Et donc là, on sort les épouvantails. M. Trudeau a toujours dit qu'il voulait faire la politique différemment. On retourne dans les bonnes vieilles traditions libérales de finir la campagne en disant un vote pour le NPD, c'est un vote pour les conservateurs, tenter de rallier les forces progressistes. Je pense que c'est loin d'être l'objectif atteint pour les forces libérales. M. Trudeau, en 2015, à ce même stade-ci de la campagne, était vraiment dans le mode de consolider son vote, d'aller de progresser sur la vague rouge qu'il avait réussi à créer. Et là, c'est plutôt l'inverse. OK, parce que, Manon, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que les libéraux, présentement avec un blitz comme ça au Québec, tentent de faire encore des gains au Québec ou tentent juste de consolider les acquis qu'ils avaient déjà en 2015? Je pense qu'ils essaient de consolider les acquis qu'ils avaient en 2015 parce que, bon, le Bloc québécois a une résurgence et ça menace quand même plusieurs de leurs députés, non pas dans la région montréalaise immédiate, mais en région. On pense qu'ils ont quand même le ministre Champagne qui est à Shawinigan, on a la ministre Bibeau qui est dans l'Estrie. Ces gens-là ne sont plus en position là, aussi sécure qu'ils étaient par le passé. La course est très chaude, alors que M. Trudeau espérait pouvoir faire des gains au départ du NPD, qui, lui, a fléchi et qui se retrouve avec... qui a quand même des députés en région. Alors, pour M. Trudeau, c'est une nouvelle donne complètement, celle qu'il n'avait pas prévue. C'est dangereux, le jeu que M. Trudeau joue, parce que parfois, ça peut devenir une prophétie qui se réalise. Si on examine les campagnes dans le passé qui ont été menées de la même façon que M. Trudeau l'amène en ce moment, l'appel à l'union des forces pour stopper un autre parti qui est en pleine ascension ne se matérialise pas. C'est très rare que ça arrive. Donc, ça devient presque une prophétie qui se réalise d'elle-même. Et je pense que M. Trudeau, on voit qu'il tente de sauver les meubles, en tout cas de protéger les acquis. Il est plus en mode défensif qu'offensif. Et ça indique un peu l'allure de la campagne qu'a vécu le Parti libéral, qu'a mené le Parti libéral, une campagne qui risque de se solder par peut-être une défaite. Êtes-vous surpris de ce revirement de situation au Québec? Manon? En fait, on n'avait pas prévu que le bloc allait remonter de cette façon-là. Le NPD n'a pas beaucoup remonté au Québec. C'est ailleurs au Canada qu'il a repris du poil de la bête. Mais au Québec, la remontée de du Bloc et de M. Blanchet, bon, c'est comme si toutes les astres étaient alignés correctement. Et c'est Chantal Hébert qui le soulignait bien dans le Toronto Star cette semaine, comme on voit que M. Scheer a laissé filer a démontré que sur certains points, il n'est vraiment pas au diapason des Québécois. On pense aux pipelines avec son corridor énergétique. On pense aussi au fait qu'il veut, s'il le faut, en matière de commerce interprovincial, il va imposer ses vues. Sur la laïcité, bien ça fait moins chaud. En partant à sa position sur l'avortement et aussi. Ses positions sur les enjeux de conservatisme social. Donc, à plusieurs égards, disons qu'il a échappé quelques balles. Et c'est surtout lui qui perd au change, en tout cas au départ, qui a perdu au change là-dessus. Et je pense que M. Trudeau n'avait pas prévu ça. Évidemment, personne n'avait prévu. Et il n'avait pas prévu la remontée de M. Singh, entre autres, en Ontario et en Colombie-Britannique. Personne n'avait prévu qu'il ferait une campagne aussi efficace. Il a été efficace, M. Singh. M. Scheer, qui tente de se reprendre au Québec, il a prononcé un discours vraiment où il était passionné. Il a montré un peu de passion. Certains ont appelé ça le discours de la prairie, tellement c'est un discours marquant. Daniel, est-ce que ce discours de M. Scheer hier soir, ça arrive trop tard dans la campagne électorale? Bien, dans le timing, parce qu'on s'entend que la campagne semble avoir tourné au Québec après le premier face-à-face TVA le 2 octobre. M. Scheer a eu une mauvaise performance. Il a été tabassé dès le départ sur l'enjeu de l'avortement. Ça lui a fait mal. On n'a pas senti nécessairement qu'il a repris. Est-ce que ça m'a eu l'air hier d'un discours qui était prévu depuis longtemps? Ça n'a pas l'air nécessairement d'un discours qui faisait partie de la stratégie où on s'adaptait à la nouvelle donne. Peut-être que ça va donner, mais à la prairie, c'est pas du tout dans ce coin-là que les conservateurs sont les plus forts, c'est-à-dire au sud de Montréal. Les conservateurs, depuis l'époque de M. Harper, M. Scheer, n'ont jamais vraiment réussi à percer dans ce coin-là du Québec. Donc, ça reste à voir, mais pour l'instant, ça semble être un pari un peu risqué. Les conservateurs doivent
un peu comme tout le monde de ce temps-ci, c'est concentrer leurs énergies dans les endroits où ils peuvent faire des gains ou au moins sauver des places, tandis que là, c'était vraiment dans une zone où ils veulent conquérir des sièges. Oui. Bien, justement, parce que c'était un discours résolument nationaliste. Joël Denis fait référence à plein d'allusions historiques, Maître chez nous de Jean Lesage et tout. Il s'adressait aux électeurs du Bloc québécois? Je pense que oui, aux électeurs nationalistes. Évidemment, M. Scheer aurait tenté d'attacher son grelot à celui du gouvernement de la CAQ de François Legault, parce que c'est un gouvernement qui est résolument nationaliste, mais le Bloc québécois semble lui avoir damé le pion à cet égard. Donc, M. Scheer a prononcé hier, il faut le dire, un discours savamment nationaliste. Il est allé beaucoup plus loin que ce qu'avait fait dans le passé Stephen Harper. Donc, véritablement, il a compris que la donne était d'adopter ce ton nationaliste. Est-ce qu'il est trop tard? Le temps nous le dira, mais ce discours, à mon sens, aurait peut-être dû être prononcé un peu plus tôt durant la campagne pour donner le ton à sa campagne au Québec. Manon, une erreur stratégique? En fait, c'est parce que je pense pas que c'est un discours marquant. C'est un discours pour flatter les gens dans le sens du poil. Mais au niveau du contenu lui-même, si on veut vraiment démontrer qu'on fait une ouverture au Québec, oui, on peut parler de la petite vie puis qu'on a écouté Passe-Partout, là, mais sur le fond, il y a, rapport d'impôt unique, un peu d'ouverture d'une renégociation de l'accord sur l'immigration et il dit plus de pouvoir en culture. Mais il faut se rendre compte qu'en 2006, M. Harper avait marqué l'imagination au Québec avec un discours, justement, qui lui était marquant parce qu'on parlait de mettre fin au déséquilibre fiscal, faire une place au Québec sur la scène internationale. On parlait d'encadrer le pouvoir fédéral de dépenser, ce qui n'a toujours pas été fait. Et ce dont M. Scheer ne parle pas. Mais là, on est dans les questions fondamentales. Et sur les questions fondamentales, bien, M. Scheer, ce qu'il dit toujours, c'est que s'il faut, je vais vous imposer un pipeline, et s'il le faut, je ferai mes propres règles sur le commerce interprovincial. On est loin du respect de l'autonomie provinciale. Donc, c'est pas évident que ça va revirer la situation de bord. Jack Meeting, qui était sur les terres de Jack Layton, aujourd'hui, il est allé à Hudson. Il est avec l'épouse de Jack Layton, Mme Usher. On l'a même vu, la larme à l'œil à un moment donné. Qu'est-ce qu'il a voulu démontrer, Daniel? Bien, c'est de rappeler le moment le plus marquant dans l'histoire du NPD au Québec, c'est 2011, c'est Jack Layton. C'est l'amour que les Québécois avaient eu pour ce personnage-là. Il faut se rappeler que ça n'avait pas été instantané non plus. M. Layton, c'était, je pense, sa 3e ou 4e élection. Oui. Donc, ça prend du temps connecté avec les Québécois. M. Layton avait eu le temps de le faire. Donc, c'est vraiment d'essayer de ramener ce bon souvenir-là au sein du Québec, de cette époque-là de M. Layton, de se mettre un peu dans les pas qui suit la trace de M. Layton. Mais c'est encore difficile. Et M. Singh, je pense qu'il va passer plus sa journée aujourd'hui, à Montréal et non pas dans les régions comme Sherbrooke, Trois-Rivières, où vont les chefs des autres partis pour tenter de ravir des sièges au NPD. Joël Denis, qui tente de sauver des meubles au Québec. Je pense que c'est déjà fait. Je pense qu'il a sauvé 2 meubles, si on peut dire. Rosemont, la Petite Patrie, la circonscription d'Alexandre Boulris, et peut-être Ruth-Hélène Brosseau, qui, elle, va gagner en raison de sa forte présence sur le terrain. M. Singh a voulu se présenter, je pense, comme étant le digne héritier de Jack Layton. Daniel l'a souligné avec justesse, ça a pris 3 élections avec M. Layton puisse s'imposer. Et au sein du NPD, on me dit que l'élection a permis probablement de sauver le leadership de Jack Meeting et que la prochaine fois, probablement qu'il y aura d'autres gains qui pourraient être faits lors d'une prochaine élection. Soyons clairs, si c'est un gouvernement minoritaire qui est élu lundi, on va reprendre l'exercice assez rapidement, je pense. La durée moyenne de vie d'un gouvernement minoritaire est d'environ 18 mois. Donc, on va reprendre l'exercice assez rapidement. Le NPD, pour conclure avec le NPD, reprend du poil d'abeille dans l'Ouest canadien, en Ontario. C'est des mauvaises nouvelles pour les libéraux, Manon? Pour les libéraux, parce qu'en général, ils se font concurrence dans les mêmes régions, surtout dans la région de Toronto, le centre de Toronto et toute la région de Vancouver, de Burnaby, toute cette zone-là où il y a une forte présence immigrante, mais aussi ce sont des comtés souvent progressistes qui votent pour des députés progressistes. Donc, ce sera à surveiller. Donc, on pourrait avoir des résultats assez tard. C'est ça, et ça vient brouiller vraiment les cartes, finalement. Oui. Bon, en terminant, il reste 4 jours de campagne. Vous vous attendez, Daniel, à quoi pour les 4 prochains jours? Les chefs vont faire énormément de terrain. Beaucoup d'arrêts. Le temps est compté. On essaie de donner un dernier souffle au message, mais c'est de motiver les troupes. Je pense que l'organisation va être intéressante parce qu'on s'entend qu'à cause que le NPD et le Bloc reviennent de loin en termes de financement,
Est-ce que l'organisation, la publicité peut faire une différence? Ça va être quelque chose à suivre parce que pour l'instant, il y a les libéraux et les conservateurs dans les bas trentaines dans les chiffres, dans les sondages. C'est très surprenant comme résultat après une campagne aussi longue. On dirait que les gens n'ont pas accroché à ni un ni l'autre. Juste un mot sur le record du vote par anticipation. 4,7 millions d'électeurs qui ont voté la fin de semaine de l'Action de grâce, une hausse de 29 par rapport à 2015. Comment on doit interpréter ça? Est-ce que ça nous dit quelque chose? Il faudra être prudent dans l'interprétation de ces données. Élections Canada a mis à la disposition des gens plus de temps pour aller voter. Je pense que ça faisait l'affaire de plusieurs personnes, plus de jours, de plus longue durée. Certains pensent que ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir un taux de participation record lundi prochain. Le barème qu'on a eu, la bonne participation qu'on a eue en 2015, 68 sera-t-il dépassé ou égalé? Ça reste à voir, mais ça indique qu'il y a quand même certaines personnes qui ont porté intérêt à la campagne, même si cette campagne n'a pas été très inspirante. Oui, parce qu'on l'a dit beaucoup, ça a été une campagne plutôt terne, mais on dirait qu'à la toute fin, dans le dernier droit, il y a un changement qui est en train de s'opérer, que les électeurs portent attention, il y a un suspense. Est-ce que vous sentez ce changement-là dans l'intérêt de l'électeur, de l'électorat? Bien, en fait, c'est fréquent en campagne. Souvent, les débats marquent pour beaucoup d'électeurs le moment où tout à coup ils se mettent à prêter attention à ce qui se passe, à écouter des chefs. Oui. Et c'est pour ça que les débats sont importants, parce que souvent, c'est leur premier exercice réellement attentif de ces électeurs-là. Et là, les gens commencent à en débattre, à en discuter. On sort aussi d'un long congé où des gens ont rencontré leur entourage. Et en fin de campagne, oui, là, les gens s'y mettent et vont se poser plus de questions. Tous les programmes sont divulgués, les promesses sont faites. Donc, les gens ont vraiment beaucoup de chair autour de l'os pour pouvoir... Et il semble y avoir un réel suspense aussi, parce que, bon, si la campagne était terne, l'après-campagne va être palpitante, je pense, parce que si c'est un gouvernement minoritaire, il y aura toutes sortes de formules possibles. Un gouvernement de coalition, ça a été évoqué à la fin de la campagne, donc il y a plein de possibilités. Donc, ça va être une boîte à surprises. Donc, on va pouvoir se reprendre pour continuer à en parler de façon peut-être encore plus intéressante. Joël Denis, Manon, Daniel, merci beaucoup. Merci. Merci.